Bonjour et bienvenue sur la BO de ma vie. Honnêtement, là, je vous accueille avec un SPM du turfu, mais ça va un petit peu mieux, donc j'ai le temps de vous livrer cet épisode. On n'est plus du tout en février. Vous avez vu, j'avais enregistré des épisodes que je vous ai livrés courant mai, heu, avec les petits changements que j'ai eus dans ma vie professionnelle et là, on revient avec l'épisode intitulé «Love You Better». En fait, c'est pas juste un épisode sur cette thématique. Il y a eu un space que j'avais fait en versus, j'avais oublié ce que c'était, Brandy non, c'était Whitney Houston, versus, Que Black. C'était, J'ai déconné versus, It's Not Right But It's Okay. Aujourd'hui, je vous fais plutôt un mash-up. C'est Love You Better de LL Cool J en mash-up avec Real Love de Mary J. Blige. Parce qu'en fait, au fil de l'épisode, au fil des notes, du fait d'avoir reparcouru le space qu'on avait fait sur ce sujet, je me suis rendu compte que certes, on parle du self-love et du fait de s'aimer un peu mieux, mais surtout de s'aimer vraiment. D'où la notion de real love. Si vous connaissez la chanson de LL Cool J, hem, dans le refrain, interprété par je ne sais plus qui d'ailleurs, sur une instru de Pharrell Williams, si je ne dis pas de bêtises, hem, je vais vous faire la traduction en français. En gros, ça dit, «Souris, j'ai imaginé toutes les manières possibles de t'aimer mieux». Et en fait, aujourd'hui, je vais vous parler de toutes les manières possibles et encore uniquement celles, qui sont venues, dans mon crâne et basées sur les recherches d'une psychologue, de s'aimer mieux, mais aussi ce que j'ai fini par identifiant mais aussi ce que j'ai fini par identifier comme étant le réel amour de soi-même. OK? Donc, on va un peu se déstabiliser, mais c'est l'objectif. On en avait parlé en space, et j'avais adressé quelques questions aux auditeurs. Normalement, ça va être un épisode plus court. Je le dis à chaque fois et je finis par faire 50 minutes. Alors, les thématiques abordées dans ce sujet self-love avec Love You Better de, LL Cool J et Real Love de Mary J. Blige. Qu'est-ce que le self-love? Comment est-ce qu'on définit le self-love? Que faites-vous pour améliorer, votre estime de soi ou l'amour de votre petite personne? Une autre, question, alors que vous avez sûrement vu beaucoup dans les magazines féminins du type Glamour, Cosmo et que sais-je encore, est-ce qu'il faut vraiment être au top du self-love avant d'être aimé? Il y a eu beaucoup d'articles, j'ai envie de dire dans les années 2010, qui tendaient à faire croire ça, qu'il fallait absolument, s'aimer soi-même à fond avant de pouvoir, prétendre à l'amour, de quelqu'un ou des autres. On va y revenir. Alors, de façon surprenante ou pas, quand on prend la définition anglaise du self-love, c'est l'attention que l'on porte à son propre bien-être et à son propre bonheur. Ça pose les bases. Du coup, ça a l'air d'être un peu un terme galvaudé, utilisé à tort et à travers, parce que c'est tout simple, le self-love, et je pense que finalement, on le fait naturellement si on se limite à ça. Donc, l'attention que l'on porte à son propre bien-être et à son propre bonheur. Ceci dit, rien que ça peut être un petit peu compliqué à atteindre. Donc, on va englober ça, on va dire, dans l'estime de soi. Le self-love, finalement, il faut juste noter que ce n'est pas spécifiquement du narcissisme ou de l'égoïsme, ni de l'individualisme d'ailleurs. On va le revoir juste après. Donc, quand on a défini qu'il s'agit plus de l'estime de soi et de tendre vers le bien-être et le bonheur, ça peut être des tas de choses. Hem, J'avais mis en place, ça remonte un petit peu. Pourquoi j'ai arrêté de le faire? Parce que je suis monomaniaque, j'ai eu l'obsession pendant un moment et après j'ai arrêté. J'avais instauré un self-care Sunday, donc le dimanche cocooning, le dimanche, soins et beauté et tutti quanti.
Alors oui, parce que de toute façon, maintenant, mes ongles, je ne les fais plus moi-même. C'est ma coco qui me les fait, heu, tous les mois, donc ça, je le fais plus moi-même. Mais ça inclut, par exemple, je m'occupe de mes cheveux. Hem, Ça peut être, les soins du visage avec, un masque, avec un gommage, les 2, avec un bain de vapeur. Ça peut être des tas de choses. Le self-love ou le self-care, ça peut aussi être, parce que vous l'oubliez de temps en temps, ça peut être se faire une soirée devant, Netflix, Disney ou Canal avec, je sais pas moi, des sushis ou un burger. Vous décrochez pas votre téléphone, vous ne répondez pas aux messages et vous pensez qu'à votre petite tronche. Peut-être même que vous mangez des pop-corn ou du chocolat ou des bonbons devant votre film ou votre série. Et c'est OK parce que c'est un truc que vous avez envie de faire pour vous sentir bien. Effectivement, il faut pas en abuser parce qu'après on finit par ressembler, à une barrique. Si c'est notre but, il y a pas de souci. Mais derrière, on se plaint pas. Voilà. Donc ça peut être des tas de choses. Hem, je vais vous donner, des exemples très particuliers de ce qu'on peut faire du coup pour, améliorer son self-love, son self-care et tout. Donc j'avais, établi cette habitude que j'ai vite arrêtée. Hem et il y a d'autres petites choses qui sont pour moi universelles, mais bon, je ne je ne suis pas, scientifique, je me base sur les travaux d'une psychologue, OK? Première chose, c'est qu'il faut apprendre à se connaître. Ça implique d'identifier ses propres forces et ses propres faiblesses. On dirait que je vous fais une analyse SWOT, mais ce n'est pas ça. Ses propres forces et ses propres faiblesses, ça veut dire qu'il faut déjà se regarder tout droit dans un miroir avec un regard honnête. Ne vous basez pas sur ce que les autres vous disent. En tout cas, pas que. Parce que les autres ne se fient qu'à ce qu'ils voient. Ils ne sont pas dans votre tête. Ils n'ont pas votre vécu et votre expérience. Ils ne peuvent pas parler à 100% de vos forces et vos faiblesses. Ce n'est pas possible. Donc, il va falloir que vous fassiez violence pour, savoir exactement en quoi vous êtes fort et ce qui est un axe d'amélioration. Il faut également identifier ses besoins, ses limites, ses envies et ses ambitions. Les besoins, c'est hyper important. Je l'ai déjà, abordé dans un épisode, voire plus. Je vous parle souvent de la pyramide de Maslow, les 5 besoins, des primaires, donc les, heu les besoins physiologiques, jusqu'aux besoins d'estime de soi, de réalisation de soi. Là, on arrive vraiment au top du top. Mais identifiez vos besoins et si vous en êtes capable, classez-les, sur cette pyramide, par ordre de hiérarchie, parce que, selon le principe même de Maslow, vous ne pouvez pas atteindre le 5e degré de réalisation de soi, tant que vous n'avez pas répondu aux besoins des paliers précédents. Ça, c'est clair et net. Donc, posez-vous. Et ça prend du temps, ça ne se fait pas en un quart d'heure, ni même en 3 jours parfois. Ça nécessite de se poser et de savoir: «OK, quels sont mes besoins?» Pas mes envies, c'est autre chose, mes besoins. Les choses qui qui vont, entre guillemets «remplir un vide». Un besoin, selon la théorie du marché, c'est quelque chose auquel il faut répondre. Une envie, c'est autre chose, ça entre dans la sphère du caprice. Donc apprenez à connaître vos besoins. Pour vous-même et dans vos interactions avec les autres. Parce que ce sont 2 voilà, ce sont 2 types, de besoins différents et il faut que vous les posiez. Vous pouvez également les communiquer, ces besoins. Quand ça ne regarde que vous et votre petite personne jusqu'à la réalisation de soi, clairement personne n'a besoin de le savoir. Par contre, quand c'est dans vos interactions avec les autres, que ce soit vos amis, votre famille, vos vos potes, connaissances, qu'importe, vos relations, amoureuses, les collègues, tout ça, notez-le bien et n'hésitez pas.
à le communiquer, en tout cas aux personnes concernées, d'accord? Mais ça requiert également de connaître ses limites. Les limites, pas dans le sens faiblesse, parce que ça, on est censé l'avoir déjà fait, mais les limites que l'on veut poser. Ce qu'on accepte et ce qu'on n'accepte pas, ce qu'on tolère et ce qu'on ne tolère pas. Je sais que je le répète souvent, mais vous avez besoin de l'entendre souvent pour le pratiquer au fur et à mesure. Les limites que l'on veut poser pour soi-même, du coup pour son bien-être et son bonheur, mais aussi parfois c'est une question de santé mentale. On va y revenir juste après avec une astuce un peu brutale. Je disais donc, les besoins, limites, envies et ambitions. Donc vos envies, là, on est un peu plus dans la sphère du caprice, mais ça permet aussi de mieux vous connaître. Ça vous permettra de mieux savoir ce qui est un réel besoin auquel vous devez répondre et ce qui est une envie passagère, qui est née, d'un truc que vous avez vu, qui est née de ce que quelqu'un a dit, de ce que la société impose et voilà, ce sont 2 choses différentes. Admettons, hem, heu, avoir, avoir beaucoup d'argent, pour certains, c'est un besoin, une question de survie ou avoir, un besoin de gagner plus, pardon. Pour certains, c'est un besoin parce que c'est une question de survie, pour d'autres, c'est une envie parce que, juste une envie. «Oh, je gagne 12 000 € par mois. Oh, mais j'ai envie d'en gagner, 14 000». Là, c'est juste une envie, c'est pas un besoin. Donc faites la différence entre les 2. Et en termes d'ambition, ce n'est pas que des ambitions professionnelles. C'est vraiment ce à quoi, vous tendez, ce que vous souhaitez pour la suite. Des ambitions, ça peut être, peut-être que vous voulez être président de l'univers, pourquoi pas? Mais parfois c'est, tout simplement, on en a parlé la dernière fois, créer son entreprise ou, avoir plus d'autonomie et d'indépendance. Parfois c'est comme ambition d'avoir un périmètre professionnel élargi ou réduit. Parfois c'est comme ambition de, décrocher un peu du côté professionnel pour, donner plus de temps à la société, à des associations, à ses proches, enfin voilà. Ça, il faut que vous sachiez aussi ce que vous voulez pour vous-même au niveau de vos ambitions. On a parlé aussi la dernière fois des rêves professionnels, mais apprenez à connaître vos rêves les plus fous. Parce que des rêves ne sont fous que quand ils ne sont pas réalisés. Peut-être que vous pouvez le faire. Attention, vous savez très bien que je suis très cartésienne et qu'il faut, voilà, se baser sur ce que je sais faire, ce que j'ai envie de faire, les moyens que je me donne et tout. Vous n'allez pas vous réveiller avec un rêve, méga fou et dire: «Vas-y, demain, c'est bon». Canalisez votre folie aussi. Mais voilà, apprenez à connaître vos rêves les plus fous parce que avec du travail acharné, avec, en vous donnant les moyens, en vous accompagnant des bonnes personnes, et en vous laissant du temps surtout, vous pouvez peut-être atteindre ces rêves les plus fous. Évidemment, il faut aussi connaître sa propre capacité à s'améliorer pour soi. Je martèle, s'améliorer pour soi. Ce n'est pas pour, faire plaisir aux parents, aux frères et sœurs, aux partenaires, aux amis, non. Apprenez à connaître votre capacité à vous améliorer pour vous-même. Si vous vous rendez compte de vos faiblesses, admettons, des faiblesses qui ne concernent que vous et l'énergie que vous coûtent certaines interactions. Connaissez la, la latitude que vous avez pour, améliorer ces points de faiblesse. C'est simple, uniquement pour vous, pour que ce soit plus supportable et pour tendre à nouveau vers ce bien-être et ce bonheur pour vous. Si c'est pour plaire à qui que ce soit d'autre, ça ne compte pas. Vous riez de la liste. Justement, si on met de côté le fait de répondre aux besoins, envies, caprices des autres, de tous nos proches, des collègues, du manager, de toutes ces personnes qui nous entourent, ça signifie qu'il faut faire une chose spécifique. À nouveau, ce n'est pas de mon expérience uniquement que je vous parle, mais de travaux d'une psychologue, que je ne peux pas citer. Hem, mais il faut que vous acceptiez les situations
inconfortable pour tendre vers la meilleure version de vous et que vous puissiez voir le bénéfice du travail et de l'effort accompli. Je reste assez énigmatique là-dessus, mais il faut accepter les situations inconfortables. Je l'ai vécu, très récemment, au cours d'un week-end avec des amis. J'ai dû me mettre dans une situation ou dans des situations inconfortables, mais parce que c'est du travail que j'ai à fournir et j'en suis consciente. Parfois, il s'agit de dire non. Peut-être que c'est pas de la bonne manière, mais au moins j'ai tenté. C'est simple. Ce sera pas parfait du premier coup. C'est pour ça que je dis accepter les situations inconfortables. L'inconfort de faire cet effort, de fournir ce travail et l'inconfort de se dire: «Bon, j'ai essayé, mais ça a pas donné l'effet escompté». Il y a pas de souci, il y a aucun problème avec ça. À partir du moment où vous faites le travail et que vous tendez vers cette meilleure version de vous-même pour, être mieux avec vous-même, pour, pour répondre à vos propres besoins, c'est un bon début. S'il y a des foirées, vous expliquez simplement aux gens: «Je suis en train de fournir un travail sur telle ou telle chose. C'est pas parfait, ça va encore prendre du temps, mais c'est ce vers quoi je tends». Moi, c'est ce que j'ai dit a posteriori, parce qu'effectivement, je n'ai pas toujours eu la bonne méthode, la bonne approche pour, comment est-ce qu'on dit? Pour poser mes limites. Simple et efficace, pour poser mes limites, de ce que j'accepte, de ce que je veux, de ce que je tolère, ce que je ne veux pas, et cetera. Donc acceptez les situations inconfortables. Ça va vous bousculer, je vous le dis. Un peu ou pas du tout, hein. Ça peut bousculer vos proches, un peu ou pas du tout. Certains, beaucoup. Mais il faut que vous vous mettiez dans cette situation d'inconfort. Parce que quand vous allez prendre du recul ensuite et que vous vous dites: «OK, mon bien-être ultime, mon bonheur, c'est être dans cet état-là», vous allez voir que la satisfaction du travail fourni, de l'effort fourni, de votre démarche, la satisfaction de ce que vous êtes en train d'accomplir pour vous-même, va être supérieure à l'inconfort que vous avez ressenti sur l'instant T. Donc apprenez à, être confortable dans l'inconfort. Au fil du temps et avec les les différents exercices ou en tout cas avec, les différentes tentatives que vous allez faire, il n'y aura plus de situation d'inconfort. Ou en tout cas, ce sera de moins en moins inconfortable. Ça va devenir naturel. Vous allez adopter une méthode qui va vous convenir et qui ne va pas trop brusquer si c'est votre, objectif. Si vous vous en foutez de brusquer, allez-y, hein. Mais du coup, l'inconfort va se réduire jusqu'à disparaître. Donc, soyez patient avec vous-même. Demandez aux autres d'être patients avec vous. S'ils ne le sont pas, tant pis. C'est pas grave, c'est pas grave. Sachez que vous le faites pour vous. Je disais que personnellement, j'ai une approche qui tend à faire un peu de pédagogie pour expliquer: «OK, je suis dans cette démarche et je tends vers ça. Mon objectif, c'est ça». Mais vous pouvez utiliser une méthode totalement inverse. J'appelle ça la méthode «choquez-les tous». Vous n'avez pas besoin de justifier ce que vous faites pour votre bien-être. Ça ne regarde que vous. Ça peut aussi inclure, attention, accrochez-vous bien, ça peut aussi inclure de se débarrasser de ce qu'on appelle le bagage générationnel ou bien des rôles attribués par vos proches à cause de la perception que vous donnez. Parce que je trouve ça injuste de tout mettre sur le dos des proches. Oui, parfois, certains vous attribuent des rôles parce que vous êtes le premier, celui du milieu, le dernier, vous êtes une femme ou un homme, parce que vous êtes né ici plutôt que là-bas. J'en suis consciente, clairement. Par contre, il y a des rôles qui vous sont attribués parce que vous vous êtes positionné d'une certaine façon, dont vous avez été identifié comme étant une certaine personne. Moi, je l'ai vécu dans le cadre familial, dans le cadre amical, dans le cadre même professionnel. Ce sont des positionnements dont je suis également responsable.
Je ne peux pas blâmer uniquement les autres pour ça et vous non plus. C'est beaucoup trop facile. On doit accepter notre responsabilité dans ces rôles qui pourtant nous bouffent de l'intérieur, mais on ne peut pas blâmer que les autres. On a aussi une part de responsabilité. Donc, choquez-les tous, mais acceptez votre part de responsabilité. Ça fait partie du fait d'apprendre à se connaître et de faire le panorama de qui on est, vers quoi on veut tendre pour viser le bien-être et le bonheur. Sachant que le bonheur, hein, chacun a sa propre définition, hein, c'est pas universel. Pour certains, l'argent fait le bonheur, pour d'autres, non. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue et pas qu'un peu. On va arrêter de se mentir. Donc, si vous avez l'occasion, si c'est votre approche, choquez-les tous. Parfois, il faut savoir choquer ses parents. On leur a donné trop de mauvaises habitudes. Hem, j'ai donné tellement de mauvaises habitudes à ma mère à une époque, mais maintenant, avec le taf que je fais, oh là là, j'ai totalement renversé la tendance. Donc mon côté, bras droit de ma daronne là, ça c'est totalement fini, heu et je ne fais pas plus que mes 2 frères. C'est comme ça. Mais ma mère, je l'ai fait en douceur parce qu'elle mérite pas que je la choque. C'est ma mamoune. Mais des fois, vous avez des parents ou des frères et sœurs et cetera, ou des oncles et tantes. Vous savez qu'on a tous des tantes impolies. On a tous des tantes qui ouvrent trop leur bouche et on a envie de les ramasser depuis qu'on a 14 ans. C'est l'heure. C'est l'heure. Choquez-les, ramassez-les. Ah vraiment, n'hésitez pas. Si vraiment le truc vous brûle, ça brûle en vous, n'hésitez pas et choquez-les. Que ce soit, voilà, famille proche, éloignée, que ce soit des amis ou connaissances ou quoi que ce soit. Si vraiment vous êtes arrivé à un point de non-retour, allez-y, choquez-les tous. C'est vous qui choisissez. Je ne vous l'impose pas, mais on se donne tous ensemble des conseils pour tenter d'aligner. Alors, est-ce qu'il faut vraiment être au top du self-love avant d'être aimé? Personnellement, je pense que non, et je pense que cette théorie est éculée. Ça revient à dire, bah, que très peu de personnes méritent d'être aimées. Et puis on ne parle pas uniquement de relations amoureuses. Être aimé par, ses frères et sœurs, par ses parents, par ses amis, on le mérite tous. On n'a pas besoin d'être sur le haut de la pyramide avant d'être aimé par qui que ce soit. Être aimé par nos proches, ça signifie être accepté tel qu'on est, avec les forces, faiblesses, besoins, limites, et cetera, tout ce que je vous ai cité avant. Et il y a une chose qu'il faut vraiment noter, c'est que le fait de dire qu'il faut, être au paroxysme du self-love avant d'être aimé, ça introduit une sorte d'idée de perfection. Et ce que j'ai appris dans mon petit travail qui dure depuis plusieurs mois maintenant, c'est que la perfection n'existe pas. Ou en tout cas, chaque être humain doit être apprécié dans son imparfaite imperfection. C'est ça le truc. Donc dire il faille forcément être, totalement conscient de qui on est, apprécier tout ce qu'on est et cetera avant d'être aimé par les autres, déjà c'est un travail de longue haleine et ça signifie qu'on passe une bonne partie de notre vie sans mériter d'être aimé. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Un bébé, il est conscient de rien, il voit à peine à 1 mètre, mais on l'aime quand même. Donc pourquoi une fois qu'on devient, doté, de la parole et de la capacité à réfléchir, on doit être désaimé? Ça n'a aucun sens. Je ne dis pas que l'amour doit être inconditionnel, ça dépend, j'ai un amour extrême, donc pour certaines personnes, oui, c'est sans condition, mais on n'a pas besoin, d'avoir accompli tout un travail, sur soi-même avant de mériter d'être aimé. Ça, c'est mort et ce n'est pas juste moi qui vous le dis. Je répète, je me base sur les travaux et sur l'approche d'une psychologue, OK? Donc vraiment, ne vous mettez pas la pression pour dire que, tant que vous n'avez pas atteint un certain niveau, vous ne méritez pas d'être aimé. Parfois, vous êtes des sales personnes, mais il y aura toujours quelqu'un qui va vous aimer. Quelqu'un de bizarre, de tordu, mais il y aura toujours quelqu'un sur cette terre qui va vous aimer.
peut-être au moins un de vos parents ou peut-être une personne qui n'a pas, la totalité de la connaissance de votre personne. Voilà, donc pas de panique pour ça. Il y a 2 pièges que je vous invite à identifier. Le premier, c'est, la positivité malsaine. Je me qualifie par exemple de personne réaliste. Je regarde la réalité en face. C'est pas du pessimisme, pas du tout. J'ai un œil positif sur énormément de choses, mais à un moment donné, on peut pas positiver sur tout dans la vie. Admettons, quand il s'agit, des différents génocides, des différentes guerres qu'il y a, des, heu, des dictatures qu'il y a dans le monde, je vais pas, m'asseoir comme une idiote et me dire: «Mais demain ça ira mieux». Ben non. Demain ça n'ira pas mieux si personne se bouge, enfin si personne se bouge le cul. Donc la positivité malsaine, ne mettez pas les doigts dedans. Comme je vous l'ai dit, tendre vers le bien-être et le bonheur, en se connaissant mieux, ça fait également partie, de ce travail donc inconfortable et ça implique donc de connaître aussi ses faiblesses, et cetera et ses limites. D'accord? Donc n'entrez pas dans cette positivité malsaine, de vous et en plus de vous présenter comme quelqu'un de positif en permanence. Parce que l'effet vicieux que ça va avoir, c'est que les gens ne vont pas savoir quand vous n'allez pas bien. Donc même si on peut me qualifier de pessimiste ou de quoi que ce soit, pendant combien d'années j'ai répondu: «Ah ben, si, si, ça va. Ah ben, si, si, ça va», alors que ça n'allait pas et donc je ne donnais pas l'occasion aux gens, bah, de savoir que ça n'allait pas et que je n'étais qu'une simple humaine qui pouvait ne pas aller bien. Donc n'entrez pas dans cet engrenage de positivité malsaine. Parfois ça ne va pas, c'est OK de le dire. Par contre, si tous les jours on vous demande: «Ça va?» vous dites: «Non», à un moment donné, faites quelque chose. Mais, être positif tout le temps, en tout temps, à toutes les occasions, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. OK? Autre piège à éviter, c'est que le self-love, il faut le dissocier du narcissisme, de l'égoïsme, du d'être auto-centré et surestime de soi globalement. Le but, c'est pas de vivre dans une parenthèse enchantée, dans un mensonge éhonté, mais c'est se connaître et s'accepter. Donc, quand, quelqu'un va vous dire: «Ouais, j'ai une bonne estime de moi, ouais, j'ai une haute estime de moi», commencez à vous méfier, parce que c'est quelqu'un qui se berce d'illusions. C'est quelqu'un qui se berce d'illusions. C'est bien de rêver, mais il f les rêves qu'on a, et qu'on n'a pas l'intention de réaliser, on les garde pour soi. Voilà, ça reste dans la sphère du rêve. Par contre, les gens qui se pensent capables de tout, ils pensent qu'ils sont Superman. Et derrière, ils tombent de 15 étages quand ils se rendent compte qu'ils font face à l'échec. C'est parce qu'ils ont une surestime d'eux-mêmes et c'est encore plus douloureux. C'est pour ça que je vous disais juste avant que j'ai tendance à être réaliste, pas pessimiste, réaliste. Donc je n'abuse pas de la positivité ou du positivisme du tout. Je suis réaliste. Je me base sur des faits, sur des capacités, sur voilà, des choses tangibles. Ceux qui vont être dans le narcissisme, la surestime d'eux-mêmes ou parfois donc ce que j'expliquais tout à l'heure comme étant un positivisme exacerbé, ce sont des gens qui vont se casser la gueule violemment à chaque échec et ça va être beaucoup plus violent, beaucoup plus douloureux pour eux parce qu'ils n'auront pas eu un regard honnête sur eux-mêmes. Donc ils ne tendent pas non plus vers le bien-être et le bonheur. Absolument pas. Une petite astuce simple et efficace, mais allez chez le psy en fait. Allez chez le psy. Je vous assure que on peut être, des adultes, responsables, majeurs, vaccinés et tout ce que vous voulez. On n'a pas la science infuse. Surtout quand il s'agit, de la psyché, de notre pensée, de notre mode de pensée et de l'amélioration, pardon, de notre façon de faire, de penser
et d'interagir avec les gens. On n'a pas la science infuse sur ça. Les psys eux-mêmes doivent avoir un psy, pour vous dire à quel point nous, simples mortels, on n'a pas cette capacité à faire ce cheminement tout seul. Donc prenez-vous par la main et allez chez le psy. C'est pas une maladie. Je vous assure que j'ai vu la différence, notamment dans ma communauté noire. On a cette perception de aller chez le psy, c'est pour les fous, c'est pour, on n'a pas besoin, pas chez nous. Certains peuvent même dire: «Mais si ça va pas, prie et puis ça va aller». Non, il y a des gens qui commettent des suicides dans notre communauté aussi. Il y a des gens qui finissent en hôpital psychiatrique dans notre communauté aussi. Parce qu'on veut gérer notre mal-être tout seul comme des grands, alors qu'on n'a pas les outils. Pour avoir les outils pour faire face au changement et pour mettre en place un changement, allez chez le psy. C'est tout ce que j'ai à vous dire. D'accord? Et un dernier petit point, c'est qu'il faut que vous vous entouriez de personnes qui savent ne pas aller dans votre sens. Tout ce travail de self-love, de self-care, d'estime de soi, de bien-être, c'est pas forcément quelque chose que vous êtes obligé de faire tout seul. Donc, entourez-vous de personnes qui savent ne pas aller dans votre sens. Et inversement d'ailleurs, de gens qui savent entendre que vous n'allez pas dans leur sens. Parce que vous n'avez pas la science infuse et vous n'êtes pas parfait. Vous vous y prenez mal de temps en temps. Et il faut que vous sachiez entendre et écouter les personnes qui vous disent: «Là, tu t'y es mal pris». Pas: «Tu t'y es mal pris, dans cette situation dans laquelle je n'ai rien à voir». Là, tu t'y es mal pris avec moi. Et c'est ce genre de personnes qu'on veut autour de soi. Moi, j'apprécie quand mes amis savent me regarder dans les yeux et me dire: «Sur ce coup-là, tu t'y es prise comme ça. Pour moi, ça aurait mieux marché si tu avais fait comme ça». Bah, merci, donne-moi le mode d'emploi. Entre autres choses qui nécessitent que j'ai besoin du mode d'emploi des gens, on n'est pas obligé de tous fonctionner de la même façon, de tous réfléchir de la même façon et d'être des copies, conformes des gens qui nous entourent. Ça, c'est pas c'est je j'ai jamais compris ce truc-là. Parce que quelqu'un qui est toujours d'accord avec vous, c'est soit quelqu'un qui vous ment et qui va juste se taire et être en désaccord et ruminer de son côté, ou encore pire, ça va être quelqu'un qui va exprimer son désaccord ou son avis divergent ailleurs. Et ça, c'est poubelle. Ça, c'est poubelle. Donc, ce travail, faites-le, mais vous n'êtes pas obligé de le faire seul. Déjà, accompagnez-vous d'un psy, je vais le répéter, à tue-tête. Et surtout, hem, reposez-vous aussi sur vos proches. Dites quand ça ne va pas, dites quand, vous avez, l'impression qu'il y a une incompréhension. Moi, je l'ai fait avec mes amis, il y a eu des incompréhensions pendant tout un week-end. On s'est assis, OK, l'incompréhension, elle vient de ça. Ça, j'avais besoin d'exprimer ça, mais je l'ai fait de la mauvaise manière ou en n'utilisant pas les bons termes ou en tout cas pas de la bonne façon pour telle ou telle personne. Mais c'est super! Je ne sais pas si vous vous rendez compte d'à quel point c'est précieux d'avoir des gens qui peuvent vous asseoir et que vous pouvez asseoir en échange. Parce qu'il ne faut pas que ça finisse en tribunal, c'est pas le but. Mais des gens que vous pouvez asseoir en échange pour leur dire: «Écoute, ça va pas, ça ne peut pas fonctionner avec moi». C'est super. Donc, notez bien ça. Identifiez que le self-love ou le real love, parce que cette chanson de Mary J. Blige, elle est magnifique, hem, c'est tendre vers votre, bien-être et votre bonheur. Pensez à des axes d'amélioration, pour, tendre vers ce bien-être et ce bonheur. Ce que vous pouvez mettre en place facilement tout seul et ce qui va être un peu plus compliqué, qui va nécessiter de l'aide soit de vos proches, soit d'un professionnel de santé. OK? Évidemment, je le martèle à nouveau, il n'est pas du tout nécessaire d'être au top de la pyramide du self-love avant d'être aimé. Non, on aime des bébés qui ne sont pas conscients d'eux-mêmes. On aime, des personnes âgées, grabataires et incontinentes. Donc on n'a vraiment pas besoin d'atteindre ce niveau avant de mériter d'être aimé. Mettez-vous bien ça dans la tête. Voilà, si vous êtes une personne décente, vous méritez déjà d'être aimé. Par contre, si vous êtes un dirigeant d'un pays du Moyen-Orient
dont les initiales sont B.N, vous ne méritez pas d'être aimé. Et les pièges à éviter, je le répète, c'est, le narcissisme, la surestime de soi, ainsi que la positivité exacerbée malsaine. Voilà. On regarde juste les choses telles qu'elles sont, on accepte les choses telles qu'elles sont, quand elles ne nous conviennent pas, on les jette. Surtout, entourez-vous de personnes bienveillantes ou bien violentes, c'est un terme qu'on utilise avec mes amis parfois. Des gens qui peuvent vous bousculer, mais pour votre bien. N'hésitez pas à le faire. Si c'est nécessaire, choquez-les tous. Parents, frères et sœurs, les oncles, les tantes, les partenaires, parce que des fois vous êtes dans des situations, dans des relations, waouh! Choquez-les tous si c'est votre méthode et si c'est ce qu'il vous faut. OK? Donc voilà, ça, ce sont mes astuces pour mieux vous aimer et atteindre le vrai amour, raison pour laquelle j'ai fait un mashup de Love You Better et Real Love. Donc un mashup LL Cool J et Mary J. Blige. D'ailleurs, je me demande s'ils ont pas un featuring quelque part, ces deux-là. Il faut que je fasse la recherche. Donc voilà la thématique que je voulais aborder aujourd'hui et je l'ai fait en moins de 50 minutes. C'est super. Avant de vous retrouver pour le prochain épisode, alors déjà, je serai en bien meilleure santé, c'est sûr. Je vous indique, donc je l'avais dit dans l'épisode précédent, mais je vous le répète, vraiment, je ne sais pas encore le titre que je vais donner à cet épisode, mais on va parler des mauvais garçons. Les mauvais garçons qui sont trop durs, qui n'aiment pas montrer qu'ils sont romantiques, qu'ils sont doux, qu'ils sont affectueux et compagnie. Donc, à la base, je voulais appeler cet épisode Bad Boy for Life, mais plus le temps passe, plus P. Diddy me dégoûte viscéralement. Pour ceux qui ne sont pas au courant, hein, il y a eu une vidéo de 2016 qui est sortie, là où on voit P. Diddy courser et malmener physiquement Cassie Ventura. Donc, je n'ai pas envie d'utiliser un de ces titres, raison pour laquelle je m'orientais plutôt vers Seaboy et Dangereux Mobali. Je vais voir ce que je fais, mais on se retrouvera pour le prochain épisode sur la thématique des hommes un peu trop durs pour qu'ils acceptent leur petit cœur tout mou. Alors, je vous retrouve avec cet épisode très bientôt, et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt.